Donc Philippe Delerme, en petite présentation rapidement. Donc vous êtes né à Auvers-sur-Oise, dans le Val d'Oise, en 1950, on peut le dire. On peut le dire, oui. Et vous vivez depuis 1975. Je dois dire d'ailleurs que c'est bien de le dire, parce que je crois que les gens le savent, mais je viens juste, on a 5 minutes de retard, parce qu'on a croisé des gens avant de venir, et j'ai notamment croisé Amélie Nothomb, qui est toujours assez marrante et sympa, et même si je ne la connais pas énormément. Et puis, comme vous disiez qu'en fait, je ne venais pas d'habitude dans les salons du livre, elle me dit, et vous lui avez dit, je crois que c'était la première fois que je venais à Nancy, et elle m'a dit, depuis toutes ces années. Et oui, donc j'ai dit, oui, depuis toutes ces années. Ça a commencé assez mal avec elle. En fait, c'était très tendu. Non. Ouais. Donc, vous vivez depuis 1975 dans le même village normand de Beaumont-le-Roger. Ce qui n'était pas un choix au départ, mais comme tous les profs, voilà, nous avons été nommés, ma compagne Martine et moi, en Normandie, alors que nous étions originaires de la région parisienne et de la fac de Nanterre, en fait, pour tout dire, haut lieu révolutionnaire dans les années où j'y ai sévi. Et donc, oui, on ne s'est pas trouvé si malheureux que ça d'être nommé en Normandie, d'y trouver voilà, un paysage très joli. Une Normandie qui n'était pas du tout faite de prés et de vaches, mais plutôt de forêts, de rivières. Une Normandie assez belle et assez mystérieuse. Et puis avec voilà, dans le lycée où j'ai commencé, puis dans les collèges où je suis resté après tout le temps, avec des enfants vraiment sympathiques et puis un rythme de vie qui nous convenait et où on avait envie de continuer à la fois notre carrière de prof et puis aussi de caresser quelques rêves à côté, quoi. Et vous qui avez donc été professeur de lettres, qui écrivez, etc., au collège, vous animiez le club de théâtre, ce qui est assez cohérent, mais aussi le club de foot. Oui, j'ai toujours été un peu un sportif raté. En fait, mon grand rêve, c'est vrai que c'était vraiment d'être un grand coureur de 400 mètres. Et bon, j'avais seulement un niveau régional correct, quoi, mais voilà, c'était pas à la hauteur de mes idoles de l'époque, notamment Jean-Claude Nallet, certains connaissent peut-être, dont j'avais le poster dans ma chambre. Et donc, c'est vrai que bon, moi j'avais des parents instituteurs et j'ai vécu toute mon enfance et toute mon adolescence dans la maison d'école, puisque à l'époque les instituteurs habitaient l'école. Et c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi, parce que c'est un lieu poétiquement très très fort d'habiter dans une école, d'y partager évidemment la vie vivante de toute la journée, mais partager aussi la solitude du soir, pouvoir m'installer quand j'étais adolescent dans la classe de ma mère et commencer à gratter de la guitare et à chanter des chansons d'Anne Sylvestre en rêvant qu'il y aurait un jour une fille qui tomberait amoureuse du fait d'aimer ce type de chansons. Ça a mis du temps, ça. Les filles que j'ai rencontrées n'étaient pas forcément amoureuses du type de chanson que je chantais à l'époque. Mais bon, j'ai fini par trouver la fille qui serait amoureuse du type de chanson que je pouvais chanter. Et voilà, donc tout ça pour dire que, oui, c'est vrai que c'était une façon de vivre aussi dans un lieu d'éducation qui a fait que moi, j'ai conçu un peu mon métier de prof en collège, puisque j'ai vécu surtout pendant 30 ans dans le même collège, un peu comme le métier d'instituteur d'autrefois, c'est-à-dire j'avais le plaisir à prendre les meilleures heures avec les jeunes, soit au club théâtre, soit une fois sur deux à midi au club foot, de rencontrer plutôt les filles au club théâtre et plutôt les garçons au club foot, comme on peut le présumer. Mais bon, il y avait des exceptions, il y avait des filles qui jouaient au foot et il y avait quand même aussi de temps en temps des garçons qui faisaient du théâtre. Vous avez été marqué par le Cercle des poètes disparus et vous avez essayé d'enseigner un peu dans cet esprit-là. C'est vrai que quand ce film est arrivé sur les écrans, ça a été vraiment un bouleversement pour moi. Et pas seulement pour moi, parce que Vincent, mon fils, donc, que beaucoup bien sûr connaissent parmi vous sans doute, aussi célèbre que vous, avait 14 ans, et ça a été une révélation pour lui et pour moi d'ailleurs, et c'est devenu une espèce de private joke entre lui et moi. On connaît absolument tous les dialogues de ce film et qui est absolument culte pour nous, parce que c'est vrai que bon, il y avait évidemment, c'est un film qui a été à la fois un film culte, qui venait d'ailleurs juste après Le Grand Bleu, qui était un film culte aussi, mais disons que
la mythologie du cercle des poètes disparus, malgré une fin difficile, était quand même un peu plus positive que celle de la disparition dans les abysses. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup marqué, notamment, ça a rejoint, enfin, je montais pas sur les tables comme Monsieur Keating, mais il aurait fallu peu de choses pour que je le fasse. Après tout, j'imitais bien le chimpanzé le dernier jour de classe. Ça aurait été possible, mais surtout, ce qui était possible, c'est cette scène qui, moi, est quelque chose qui m'a profondément marqué. C'est cette scène où le professeur Keating réunit ses élèves autour de lui dans la classe et leur dit ce poème qui dit que la vie est moche et que la vie est horrible, mais que ce qu'il y a de formidable, c'est que la vie existe et l'identité, que le spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Et je trouve que c'est vraiment une définition. Tu peux y apporter ta rime, et vraiment une chose que je me suis assigné en tant qu'enseignant. C'est-à-dire cette idée que voilà, chacun a sa singularité, que moi j'étais prof de lettres, tout le monde n'est pas forcément doué en français, mais que on peut essayer d'aider les gens à aller vers quelque chose qui est vraiment eux et qui les singularise. Et c'est quand même ça, c'est une tâche qui est certes difficile dans l'enseignement tel qu'il existe aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens jeunes qui se destinent encore à ce métier, parce qu'il faut quand même beaucoup de courage. Mais je trouve que c'est quand même une tâche qui est formidable aussi, et qui est vivante, et qui est gaie. Moi, je sais que j'ai fait mes 37 ans d'enseignement, comme on le devait à l'époque. Maintenant, on doit un peu davantage. Mais c'est sûr que ça m'aurait manqué si j'avais pas eu une vie sociale un peu à côté après, parce que c'est quand même des années très fortes et dont je me souviens toujours avec plaisir et émotion. Qui vous ont nourri, en tout cas. Oui, ça m'a nourri, oui. Alors, pour ce qui est donc de l'écriture, vous avez commencé dès 1976 à envoyer des manuscrits à droite à gauche. Oui. Ça n'a pas marché tout de suite. C'est plutôt à gauche, en fait, de la scène, mais donc, à l'époque. Maintenant, les maisons d'édition sont souvent le long du boulevard périphérique, avec des grands immeubles en verre, mais à l'époque, ça se passait plutôt dans le 6e arrondissement. Ouais. Et il a fallu attendre 1983 pour que la 5e saison soit publiée aux éditions du Rocher, je crois. Oui, c'est ça. Et ça faisait 8 ou 9 ans d'attente, ce qui est long, en fait, quand on ne sait pas si on pourra devenir écrivain un jour. Une période très très bizarre, puisque j'avais le sentiment, comme j'ai pu l'évoquer tout de suite, à la fois d'être vraiment dans un métier que j'aimais beaucoup et qui me nourrissait infiniment, de vivre avec la femme que j'avais envie d'aimer toute la vie, de vivre très vite avec un fils. On n'a pas fait exprès d'en avoir qu'un, mais il se trouve que celui-là a tout de suite tenu une jolie place, et puis qu'on a eu un rapport très fort, et une vie d'ailleurs assez particulière, parce qu'on n'avait pas de possibilité de le faire garder, mais on faisait tout à trois, en fait. Et on avait comme ça des trucs assez sympas. On allait à Paris de temps en temps. Il y avait un moment qui était consacré aux choses qui pouvaient plaire à Vincent, et puis un autre moment qui était davantage pour nous. Mais lui, du coup, il a partagé aussi des choses qui n'étaient pas forcément pour son âge. Il a vu des chanteurs sur des scènes qui n'étaient pas forcément des chanteurs qu'on peut aimer à l'âge qu'il avait. Et je pense que c'était important. Enfin, c'était une vie qui était belle, et bien, à laquelle il manquait quelque chose quand même. Et ce quelque chose, c'était ce sentiment que j'avais d'être attendu, parce que j'avais l'impression qu'on m'attendait quelque part par l'écriture, et ça, malheureusement, évidemment, je pense que j'aurais pu en être dégoûté, mais à force d'envoyer des manuscrits et qu'ils soient refusés, ce qui n'est pas si grave que ça quand on se rend compte que souvent les refus sont quand même très anonymes, ce qui est un tout petit peu plus grave quand on vous fait comprendre qu'on a failli vous prendre, mais quand finalement on a décidé de ne pas vous choisir, ce qui m'est arrivé assez souvent. Et oui, c'était un mélange de bonheur et de profonde mélancolie, et dont je me souviens avec presque de la nostalgie, parce que j'ai toujours aimé les attentes, en fait. Je pense que c'est fort les moments où on attend quelque chose, comme quand on attend de rencontrer quelqu'un qu'on va aimer. Je pense que rencontrer aussi, par exemple, la possibilité de se transformer en livre, c'est une chose que j'ai beaucoup mythifiée dans ma tête pendant longtemps, où ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que quand c'est arrivé, en 83, donc j'ai eu la chance de rencontrer
un éditeur qui m'a tenu un discours assez original, c'est-à-dire en me disant vous n'avez pas choisi la voie la plus facile. En l'occurrence, mon premier roman, la 5e saison, tenait plus du poème en prose que du roman. Et déjà, je ne me sentais pas très à l'aise dans le roman. J'avais envie un peu d'autre chose, enfin d'un genre à moi qui ne soit pas complètement la poésie ni complètement le roman. Et qu'aujourd'hui, on appelle texte court à défaut de trouver un meilleur mot. Et c'est vrai qu'il m'a dit, vous n'avez pas choisi la voie la plus facile, mais on est sûr que vous êtes un écrivain, et ça mettra peut-être 15 ans, mais voilà, on vous suivra. Et il m'a suivi pendant 12 livres, ce qui est quand même assez exceptionnel quand on sait que le plus vendu de ces 12 livres a dû se vendre à 2500 exemplaires. Donc il perdait tout l'argent qu'il voulait avec moi, et avec une belle constance, il a continué. Alors salut à Jean-Paul Bertrand qui nous a quittés aujourd'hui, mais avec qui j'ai fait ce chemin. Et puis on pourrait penser que voilà, je lui ai fait une infidélité puisque j'ai connu le succès en fait juste après, en 97, avec la première gorgée de bière. Mais c'était même pas un manuscrit, la première gorgée de bière, c'était juste des textes proposés à la NRF, la Nouvelle Revue Française. Et donc c'est un éditeur de Gallimard qui a eu l'idée de les réunir et d'en faire un volume. Et puis finalement, ça s'est bien trouvé, puisque Jean-Paul Bertrand, l'éditeur donc initial de Rocher, a republié tous les livres que j'avais fait avant. Et une chose qui est assez rare, je pense, dans la vie d'un écrivain, c'est que les choses me sont arrivées quand même tard. J'avais déjà 46 ans. Et j'avais beaucoup de livres derrière moi, mais tous ces livres ont revécu vraiment. Ils ont vraiment eu. Alors, ça, c'est une expérience fabuleuse, quoi, de se dire que des livres qu'on croyait définitivement enterrés, tout d'un coup, ont une deuxième vie. Et puis, rencontre des lecteurs, que souvent, d'ailleurs, les gens me disent mais moi, ça, j'aime beaucoup mieux ça que la première gorgée de bière. Ou voilà. Et ça, c'est une expérience particulière, je crois, que j'ai eue. Oui, donc la première gorgée de bière en 1997. Vous vous y attendiez pas du tout, puisque pour vous n'aviez pas changé de style particulièrement. Et la même année, vous recevez aussi le prix des libraires, on en parle moins, mais pour Sunborn ou Les Jours de Lumière. Oui, qui est peut-être le... Enfin, bon, je disais tout à l'heure que j'avais un petit peu de mal à écrire des romans. C'est sans doute celui de mes romans qui est le plus abouti, en fait, je pense. Sans doute aussi parce qu'il s'appuie vraiment sur la vie de peintres scandinaves que j'ai vraiment rencontrés. Je suis allé passer des étés au Danemark et en Suède, dans les pays où ils ont vécu. Et c'est vrai que cette fois-ci, j'avais vraiment l'impression d'avoir écrit un roman qui se tenait. Et ça a été bien récompensé parce que je n'ai eu, c'était à l'automne 96, j'ai eu absolument aucune critique sur ce livre. Mais c'est la première fois que ça m'arrivait. De temps en temps, j'avais quand même des encouragements. Ce qu'on appelle une critique qui vous donne envie de continuer un petit peu, mais là, pour le coup, vraiment, rien. Et puis, et malgré cela, le prix des libraires. Alors ça, j'ai envie de raconter ça parce que c'était assez rigolo. Allez-y. Parce qu'on avait une amie, Véro, je te salue, qui s'intéressait à l'astrologie, qui par ailleurs était psychologue, et j'étais en lice pour le prix des libraires, qui est a priori un des prix qui ne sont pas trop magouillés, puisqu'ils sont donnés par les libraires comme ça, et dont on peut être un peu fier à juste titre. Et simplement, j'étais dans la sélection de 3 de la fin, et un libraire de Rouen m'avait dit mais c'est pas vous qui avez le prix, en fait, je suis un peu au courant, nanana. En fait, c'est un tel qui a le prix. Bon, j'étais un peu triste. Et puis, cet ami Véro dit à Martine, ma compagne au téléphone, mais non, tu sais, moi, franchement, mercredi soir, je vais à Paris parce que j'ai fait le signe de Philippe et c'est sûr qu'il a le prix. Bon. C'était assez étonnant, parce que moi je ne crois pas trop à l'astrologie a priori. Et puis, il se trouve qu'elle avait complètement raison. Et donc, on m'a appelé au collège pour me dire que j'avais ce prix des libraires. Donc, je me suis carapaté à Paris. C'était le début d'un changement de vie, un peu comme ça, quelque part, un petit signe. Et le jour même de la remise du prix, cet ami a dit à Martine, mais non seulement il a ce prix des libraires, mais je peux te dire que c'est que le début de quelque chose et que ça irait même dans le monde entier. Et en fait, elle avait prévu le sort assez étrange, quand même, réservé à la première gorgée de bière, livre sorti à 2000 exemplaires. Pour les gens qui connaissent un petit peu les mœurs de l'édition, sans aucun avaloir, ce qui est rare. Parce que même si vous vendez 2000 exemplaires, on vous donne quand même une petite somme d'argent quand vous publiez un livre. Mais là, il y avait 0 centime d'avaloir. C'est dire à quel point on comptait sur un succès commercial de ce livre. Et c'est vrai que j'ai 2 fiertés principales concernant la première gorgée de bière. Enfin,
Il y en a une qui est le fait que c'est quand même pas désagréable de toucher le succès avec un livre dont on peut être satisfait littérairement, ce qui est le cas. C'était arrivé un moment où mon écriture était à maturité, je pense, et où par ailleurs littérairement, même si j'aime pas tous les textes, c'est quand même un livre que je revendique complètement. Mais c'est vrai que c'est quand même une expérience étonnante de rencontrer aussi longtemps un public alors que c'était pas prévu. Et c'est vrai que le fait que ça continue à exister aujourd'hui, j'ai du mal à me dire qu'il y a tous les jours 60 personnes qui vont acheter la première gorgée de bière. Ça me paraît d'une abstraction incroyable, quoi. Et la durée, c'est certain, fait peut-être encore davantage plaisir que l'ampleur en fait, du phénomène, je crois. Mais déjà, vous faisiez déjà à l'époque une description de tous ces instants parfaits qui font une vie, les bonheurs minuscules qui font le grand, etc. Et vous êtes vraiment un précurseur, parce qu'autant aujourd'hui, on cherche tous les livres parlent de bonheur, il y a des philosophes du bonheur partout, etc. Mais quand vous êtes arrivé, vous, c'était vraiment nouveau. C'était même, on sortait des années où c'était un peu... Renaud disait le bonheur, c'est un truc de minable. Gainsbourg, c'était une autoroute, le bonheur. Bon, ça avait un peu mauvaise presse. Et vous arrivez là, et ça cartonne, j'allais dire. Et c'est encore pas du tout à la mode. Oui, alors ça, c'est le début d'un hiatus. Je crois que la première gorgée de bière a été quand même un petit peu un des premiers exemples de ce phénomène du bouche à oreille qu'on a beaucoup évoqué depuis. Et c'est vrai qu'il est capital dans le fonctionnement des produits culturels et qui se décident pas. Donc, mais c'est vrai que par ailleurs, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc, on parlait de quoi ? Vous êtes précurseur. Ah oui, le fait d'être précurseur, oui. Ouais, j'aurais dû m'en souvenir. Donc, mais par rapport à l'idée du bonheur, c'est vrai que moi j'ai vécu mes premières années de publication, entre 83 et 95, disons, j'entendais ces phrases, j'entendais Gainsbourg, qui est par ailleurs quelqu'un que j'admire beaucoup, mais il y aura le bonheur, c'est chiant, c'est comme l'autoroute, ou Renaud disant le bonheur c'est un truc de minable. Je suis sûr que Renaud, le pauvre, il n'est peut-être pas en pleine forme, mais il dirait pas ça aujourd'hui. Et surtout que le regard a beaucoup changé là-dessus, c'est-à-dire que tout d'un coup le bonheur est devenu cet éloge de l'épicurisme qui m'insupporte un petit peu, parce que moi je ne suis pas du tout épicuriste et il y a vraiment un hiatus absolu là-dessus. Enfin, l'épicurisme, c'est vraiment la morale du bonheur et l'obligation, entre guillemets, d'être heureux. Moi je ne ressens pas du tout cela comme ça. J'ai écrit une phrase qui est vraiment la phrase qui résume le mieux ce que j'ai à dire, c'est le bonheur, c'est d'avoir quelqu'un à perdre. Et donc, dans un livre qui s'appelle Le bonheur, tabou et bavardage, justement, qui était mon 3e livre, c'est ce qui peut sembler une définition un peu négative du bonheur. Le bonheur, c'est d'avoir quelqu'un à perdre. Moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve qu'avoir quelqu'un à perdre, c'est au contraire la chose qui peut vous arriver de mieux dans l'existence. Mais simplement, ça sous-tend cette idée que si vous le perdez, le bonheur, c'est fini, quoi. Et donc, pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui peut se recharger avec... de façon artificielle ou par substitution. C'est donc j'ai cette chance de poursuivre ce chemin qui n'est pas un chemin facile. Je trouve pas que c'est pas du tout une autoroute. C'est au contraire plutôt une angoisse permanente, une angoisse quotidienne. Quand on aime vraiment les gens, on est forcément angoissé pour eux. Si on n'est pas angoissé pour eux, à mon avis, c'est qu'on les aime pas. C'est peut-être pas toujours vrai. Peut-être que je pourrais être parfois moins fébrile, qu'il y a des époques où ça a été lourd pour les gens qui m'aimaient. Pour mon fils, par exemple, de savoir que son père ne vivait pas tant qu'il n'y avait pas le coup de fil quotidien. En fait, je vous le disais tout à l'heure, je crois que ça a commencé à s'arranger un petit peu quand il a eu vraiment une petite amie de façon officielle, parce que là, je me suis dit, au moins, s'il lui arrive quelque chose, je serais prévenu. Tandis que sinon, je passais ma journée à attendre le coup de fil. Il y avait vraiment un amont et un aval de la journée. Et tant que je n'avais pas le coup de fil, j'étais mort d'angoisse. Et voilà, mais si c'était à refaire, bien sûr que je ferais pareil, parce que cette angoisse-là, elle est partie inhérente, je crois, de la vie de presque tout le monde, et en tout cas vraiment de la mienne à fond. Nous avons fait, Martine et moi, un livre qui compte beaucoup pour nous, qui s'appelle Fragile, et qui était un livre simplement d'aquarelle de Martine sur laquelle j'ai posé des mots, et elle a fait un dessin qui illustrait la peur, et moi la phrase que j'ai écrite c'est « J'ai peur du jour où je n'aurai plus peur ». Et ça, je souscris toujours à cette idée-là. Mais vous êtes un écrivain du bonheur, mais aussi énormément de la mélancolie. Vous êtes beaucoup dans cette dualité qui est très belle, du coup, puisqu'on sent bien le fragile dans tout ce que vous écrivez.
Et d'ailleurs, le dernier chapitre du livre qui nous réunit, Les eaux troubles du Morito et autres belles raisons d'habiter sur Terre, s'appelle Tendre et la vie cruelle. Oui, ça c'est vrai que c'est un privilège. J'avais envie de terminer là-dessus parce que c'est vrai que c'est un livre qui est assez lumineux, je crois. Il y a beaucoup d'atmosphère d'été, beaucoup de lumière, mais il y a aussi cette façon de saisir la lumière qui est propre à mon âge et qui est propre aussi à ma façon de vivre aussi. Il se trouve que j'évoque un moment où j'ai envie de prendre dans les bras la femme que j'aime, puisque ça se passe et que voilà, ça fait 45 ans qu'on s'aime. Et le sentiment n'est pas du tout un sentiment de possession ou de sérénité et c'est une chose qui m'a ça aussi traversé vraiment profondément. C'est un moment vécu justement sur une plage en été il y a un an en fait. Et sentiment que tout d'un coup, au bout de tout ce passage sur Terre ensemble, il y a aucune sérénité, aucune certitude, mais simplement une angoisse de plus en plus grande. Et peut-être aussi, alors paradoxalement, mais ça va ensemble en fait, l'envie de nommer aussi le bonheur quand il passe. Je pense que c'est même tout ce qui en fait le prix en fait, et le prix de cette soirée d'été et de cette façon aussi de se prendre dans les bras et de se regarder, mais de sentir que dans le regard, il y a aucune sécurité en fait, qu'une forme paradoxale d'inquiétude. Et oui, c'est comme ça. Mais vous trouvez toujours les mots pour dire les choses qui n'ont pas de mots en fait. Par exemple, dans un des chapitres, vous parlez de la maladie d'Alzheimer qui est évoquée. Oui, c'est un petit peu le privilège entre guillemets de l'âge que j'ai, donc 64 ans. Donc, pour Amélie Nothomb, c'est immense, mais bon, voilà, tout est relatif. Donc cet âge, c'est un âge où on est, dans le meilleur des cas, on est un peu à cheval sur plusieurs générations. C'est complètement mon cas en ce moment. Je passe beaucoup de temps avec mes petits-enfants qui ont 8 et 5 ans, et c'est génial, bien sûr. Et puis, je passe beaucoup de temps aussi à accompagner vraiment, dans l'extrême fin de vie, les parents de Martine, et ces jours-ci en particulier. Mais depuis un an, c'est même tout le temps. Et c'est vrai que, dans ces textes, j'ai voulu que ce soit le reflet aussi de cette façon d'être un peu comme ça, un spectateur privilégié peut-être parce que voyons, étant à cheval sur toutes ces générations, ayant une vraie complicité parce que j'ai quand même gardé un esprit d'enfance assez fort et que bien sûr que j'aime beaucoup jouer avec mes petits-enfants sur la plage avec des petits cyclistes et des billes. C'est d'ailleurs génial parce que ça existe toujours au bazar de la plage où on va chaque année au mois de juillet. On vend toujours des petites pochettes avec des cyclistes et des billes. Et apparemment, il y a toujours les gens font des parcours. Et alors, petite anecdote assez rigolote, c'est que l'an dernier, j'avais un coureur jaune et puis mon petit-fils a un coureur violet. Et je les avais appelés Anctil et Polydore. Et Vincent, donc mon fils passant à côté, disait mais ces gosses, c'est incroyable. Le mercredi, il regarde Crin Blanc ou le Ballon Rouge. Et d'ailleurs, lui, il participe très bien parce qu'il adore les années 50 aussi. Il regarde les vacances de Monsieur Hulot parce que il se trouve qu'on va sur la plage de Monsieur Hulot en vacances. Je ne sais pas si c'est un hasard complet, mais en tout cas, c'est là qu'on va en vacances. Et donc, il dit mais ils vont être complètement hors du coup. Enfin, tu les appelles Anctil et Polydore, tes coureurs. Je dis d'accord, on va les appeler From, etc. Puis Sacha, il me dit non, moi je préfère Anctil et Polydore. Alors d'accord. Justement, dans Les eaux troubles du Morito, il y a une nouvelle qui s'appelle Monsieur Hulot, où vous décrivez votre endroit de vacances. Et dans ces 40 courts chapitres, on sent votre portrait en creux en permanence. Et pourtant, vous dites toujours « on ». Oui, alors ce on, en fait, au départ, ça a été vraiment quelque chose de complètement... qui m'est venu sans vraiment conscience. Et j'ai écrit un recueil pour les enfants. Avant d'écrire La première gorgée de bière, j'ai écrit le recueil qui s'appelle C'est bien, qui est devenu un petit classique de l'école primaire. Je reçois tout le temps des textes d'élèves de CE2 ou de CM1 qui écrivent des C'est bien. Et c'est une façon aussi de regarder la vie. Puis pour moi, c'était une façon de retrouver mes 10 ans aussi dans le regard. Je n'ai pas besoin de trop me forcer pour ça. Et à la fin du livre, l'éditeur m'a dit « Mais tu t'es rendu compte que de ce que tu as fait, tu as employé seulement le pronom « on » dans ce livre. » Et je m'en étais absolument pas rendu compte. Et ça s'expliquait assez bien parce que le pronom indéfini, ça caractérisait assez bien cette façon que j'avais dans ces textes destinés aux enfants, d'essayer moi-même de revenir un enfant, d'y ajouter des sensations
que je pouvais voir autour de moi, chez des élèves de 6e par exemple que j'avais en classe, ou bien chez mon fils quand j'écrivais ces textes, tout d'un coup d'essayer de mettre les sensations à l'intérieur d'une espèce de collectif. Et puis je me suis dit après que ça serait peut-être bien de faire aussi un c'est bien en quelque sorte pour les adultes, qui a été quelque part la première gorgée de bière. C'est peut-être pas un hasard complet que finalement le brouillon entre guillemets de la première gorgée de bière ait été un texte pour les enfants, parce qu'il s'agit vraiment aussi beaucoup de ça, quoi, de retrouver l'intensité de la façon de sentir les choses que l'on a quand on est enfant. Je pense que par exemple quand j'ai envie de parler du Morito avec un angle un petit peu, j'espère, original, enfin d'y voir quelque chose qu'on ne voit pas forcément a priori. Il y a beaucoup le souvenir de ces fins de petit déjeuner où, déjà un petit peu rêvasseur, je m'évadais sur la surface d'un pot de confiture de gelée de groseille et j'avais écrit un texte comme ça dans les C'est bien sur le fait d'imaginer une espèce de glacier rouge où il peut se passer des choses. Et bon, ça c'est quand même une chose de l'enfance qui est, à mon avis, importante à garder dans la façon de partager l'âge adulte après. Et voilà, je ne sais plus à quelle question. Ah oui, c'était à propos de on. Oui, parce que donc, en plus, c'était drôle parce que c'était un petit peu le pronom défendu. Quand on était petit, mon instituteur en CM1, CM2, c'était mon père en plus, l'instituteur. Donc, en CM1, CM2, souvent, il y avait dans la marge des rédactions mais tu sais de qui il s'agit, donc il faut que tu dises nous. Et alors, comme on nous faisait raconter des trucs, paix à mon père, mais quand même les sujets de rédaction, la génération d'après, on a fait des efforts parce que là, raconter un dimanche en famille et tous les trucs comme ça, c'était pas toujours très exaltant, mais en plus c'était toujours avec nous et toujours au passé, ce qui faisait que c'était toujours nous bûmes, nous reprîmes la voiture, nous partîmes, nous courûmes, etc. Et c'est drôle parce qu'après, je me souviens très bien d'enfants qui me disaient mais c'est bizarre quand on dit nous bûmes, nous reprîmes, nous courûmes, ça paraît snob, ça paraît prétentieux. Alors, bon, forcément, je leur disais, non, c'est pas snob, mais simplement, à la troisième personne du singulier, ça vous choque pas, parce que il arriva, il partit, ça n'a jamais choqué personne, mais nous partîmes, oui, ça a quelque chose, évidemment, un petit peu connoté différemment. Et donc, le on, ça permet déjà d'éviter ça. Et puis, c'est un appel au partage, en fait, et qui est d'ailleurs pas toujours partagé, hein, puisque, par exemple, le recueil du Morito, il commence par un texte sur la pastèque, et depuis que le livre est publié, il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, mais je suis pas d'accord avec vous, la pastèque, ça a vraiment du goût, etc. » Donc, voilà. C'est pas complètement fermé. Parfois le on et parfois le on et je, d'ailleurs, selon les chapitres. C'est vrai. Mais je pense que presque toujours le on est on dans la mesure où il s'agit de choses que les gens soit ont vécues, soit pourraient avoir vécues, en fait. L'originalité, elle est jamais dans la situation elle-même, mais dans la façon d'enfoncer une aiguille, d'avoir un angle d'attaque, en fait, qui est un petit peu particulier. Ce qu'on a appelé donc le minimalisme positif de Philippe Delerme, sur lequel un essai a été écrit par Rémi Bertrand en 2005. Écoutez, ne soyez pas désobligeante avec ces... je ne sais pas pourquoi on n'écrirait pas un essai sur ce que j'ai écrit. Sur le minimalisme positif. Alors, qu'est-ce que le minimalisme positif ? C'est une expression qui est juste, hein, je crois, parce que j'ai envie d'être minimaliste, c'est vrai, d'attaquer les choses d'une façon un petit peu fractale. Alors là, du coup, je vais vous paraître déjà beaucoup plus doctoral, parce que je pense que c'est le mot juste. Enfin, je pense que dans un atome de neige, il y a toute la structure de la neige, et que le fait d'attaquer les choses par le petit, c'est à mon avis une façon privilégiée de provoquer l'émotion chez les autres. Voilà, donc, et positif, oui, parce que globalement, c'est vrai que c'est une façon de regarder la vie qui est positive, et qu'après tout, le minimalisme, ça pourrait aussi parler des crottes de nez ou je sais pas quoi, mais bon, là, c'est un minimalisme qui évoque plutôt les belles choses que les choses moches en moyenne, même si ça évoque aussi des choses désagréables parfois, mais moi, je pense que il y a suffisamment d'écrivains qui parlent des horreurs du monde ou la difficulté d'y vivre, etc. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent des choses moches. Et puis, on peut avoir le droit, éventuellement, de dire que si on est sur Terre, c'est aussi pour des raisons un peu positives d'y vivre. Et, en tout cas, moi, je le revendique et j'en ai pas honte. Même un concert qui vous horripile,
vous le racontez en choisissant le souvenir de la merveilleuse fuite de l'entracte. Ah oui, ça pour le coup, c'est vrai que c'est une façon assez positive de voir les choses. Oui. En l'occurrence, oui, c'est vrai. Alors, bon, j'ai beaucoup de questions là-dessus depuis l'apparition du Morito, parce que j'évoque un concert. Ça peut paraître assez bizarre d'aller à l'Olympia et d'acheter une place pour aller voir un chanteur qu'on aime donc beaucoup, puisque si on achète une place pour aller le voir, c'est qu'on l'aime beaucoup. Et puis d'être tellement horripilé par ses commentaires sur ses chansons que finalement on se dit ah bah tiens, finalement je pourrais me tailler, et de trouver qu'à ce moment-là, la bière qu'on va boire au café en sortant a tout d'un coup un goût extraordinaire, parce qu'on a pris un petit peu de liberté par rapport au carcan qu'on avait cru s'infliger. Quand le quorum n'est pas atteint, qu'on a traversé tout Paris et que finalement on est obligé de repartir, c'est bien parce qu'on a quand même ce petit goût délectable. Ouais. Le quorum, c'est une réunion de copropriétaires dans un endroit officiel. Pas les réunions de copropriétaires qui se passent dans l'immeuble même, mais celles qui se passent vraiment chez Maître Machin, et qui sont souvent extrêmement quand même antipathiques. Et ouais, ça c'est un souvenir qui était, bon, vous vous en doutez, un souvenir vécu dans l'année même, c'est-à-dire, tu peux y aller toi? Oui, bon, allez, j'y vais. On fait à l'autre bout de Paris, on va à la réunion des copropriétaires. Il y a la bagarre traditionnelle entre l'architecte qui roule des mécaniques au début de la réunion, et puis qui après qui se fait engueuler par tout le monde, et puis qui donc s'en va à la queue basse. Et bon, enfin, ça se passe toujours de la même façon, et c'est très très reproductible, sauf que là, au début, c'était ça va très bien, mais enfin, j'attends monsieur machin et madame truc, monsieur machin, bon, on m'a donné une procuration, puis finalement, il n'y a pas le quorum, et on se dit, mais merde, c'est pas vrai, il n'y a pas le quorum, j'ai traversé tout Paris, j'ai bousillé ma soirée pour un truc qui ne va même pas avoir lieu, et au lieu d'être embêté, on trouve ça génial, on retrouve vraiment une mentalité de mauvais élève. On se dit, ah oui, c'est super, cette réunion, finalement, elle ne va pas avoir lieu. Et en fait, on est toujours ravis que le quorum ne soit pas atteint quelque part. L'allégresse délicieusement coupable. Pardon ? L'allégresse délicieusement coupable. Ouais. De se sauver. De même que ça peut se rapprocher un petit peu du texte que j'ai fait aussi sur le spectacle de Michel Bouquet jouant le roi Sommer. Il faut tout vivre au 3e balcon. Oui. Alors ça. Parce que je sais qu'il y a plus que de vivre au 3e balcon concrètement. Ouais. Non, c'est vrai, et c'est peut-être, je dirais, une des seules phrases que j'ai écrites qui commence par « il faut », parce que je ne suis pas du tout moraliste en fait dans ce que j'écris. Comme je disais, je ne subis pas, mais je regarde le spectacle, éventuellement le spectacle quand il est beau, et je suis très heureux qu'il soit beau, mais par ailleurs je ne commande pas sa beauté, donc je ne dis pas « il faut », mais là je dis quand même « il faut tout vivre au 3e balcon ». Expérience personnelle, c'est vrai que la pièce de Le Roi Sommer, interprétée par Michel Bouquet, a un tel succès au Théâtre Hébertot que c'est très difficile d'avoir des places, et que effectivement j'avais eu des places au 3e balcon seulement, et que en fait, comme j'ai le vertige, 3e balcon à Hébertot, c'est vraiment vertigineux, et pour le coup il y avait une espèce de puits et on voyait juste le crâne de Michel Bouquet et rien d'autre, quoi. Et c'était, du coup, ça prenait tout d'un coup un pouvoir poétique extraordinaire, parce que c'était pas Michel Bouquet qu'on connaît bien avec ses petites lèvres pincées comme ça, cette petite sueur qui lui vient de façon un peu acide et aigre. Là, il met mal à l'aise un peu Michel Bouquet. C'est un acteur qui a une espèce d'aigreur comme ça, physique, pas si agréable que ça à regarder. Enfin, bon, il n'est pas à Nancy cet après-midi, c'est pas grave. Et par ailleurs, c'est un acteur formidable. Mais je trouvais que d'en faire une quintessence de Michel Bouquet vue du 3e balcon, ça lui donnait un pouvoir débarrassé notamment de toutes les contingences bourgeoises qu'il peut y avoir dans une salle de théâtre où les gens parlent, et où là, c'était vraiment purement le texte de Ionesco et Michel Bouquet, et notamment quand même dans la pièce elle-même, à un moment où le personnage du roi dit « je voudrais redoubler ». Et alors voilà, c'est leçon à Amélie Nothomb. Il y a un moment dans la vie où on a envie de redoubler. Et moi, je crois que j'ai déjà atteint cet âge-là. Et donc, écrit par Philippe Delerme, cette expérience du 3e balcon, ça donne au bout de quelques minutes, on commence à se sentir privilégié de prendre tant de distance avec l'idée de Michel Bouquet. Oui. Positiver. Tout à fait. Alors, avez-vous toujours tout positivé, ou c'est depuis que vous écrivez que vous cernez mieux ces instants magiques ? Alors ça, c'est compliqué. C'est dans quelle mesure on peut se sentir prédestiné pour ce genre de choses ? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi, je me suis expliqué ça rétrospectivement un petit peu par le fait que mes frères et sœurs étaient beaucoup plus âgés que moi, 11 et 12 ans de plus que moi. Puis entre les deux, il y avait plus près de moi une sœur que je n'ai pas connue, qui est morte des bombardements à la fin de la guerre de bombardements alliés à la fin de la guerre de 40. Et
j'ai toujours entendu ma mère me répéter des phrases du genre tu m'as sauvé la vie, tu m'as rendu le goût à la vie, etc. Des phrases qui, bien sûr, bon, elles sont extraordinaires parce qu'elles vous donnent une espèce de sentiment de confiance dans le fait d'habiter sur Terre et de vivre. Mais c'est très lourd aussi en même temps. Ça vous met une espèce de charge comme ça je me suis rendu compte avec le temps que c'était peut-être beaucoup une charge en fait, presque une obligation, enfin peut-être d'être, oui, justement positif. Enfin, je sais, ça correspondait sûrement aussi à ma nature. Hein. Mais toujours est-il que je me sentais assez vite, alors adolescent, je me suis senti assez doué pour glander, pour devenir un élève redoublant allègrement. Vous n'étiez pas un très bon élève. Hein. Pardon ? Vous n'étiez pas un très bon élève ? J'étais bon en français, en anglais, j'étais nul en maths et physique, chimie, etc. Et ça désespérait. Donc, je ne veux pas dire que je suis complètement nul, parce que quand on est bon en français, on est aujourd'hui, surtout aujourd'hui en particulier, quand on possède déjà la langue, on n'est pas nul, scolairement parlant. Mais j'étais extrêmement paresseux en tout cas, et doué pour la paresse quand même, ça c'est vrai. Alors bon, il y a des gens qui sont des génies, comme Marcel Proust, ils ont été paresseux pendant 40 ans, puis après tout d'un coup, ça s'est déclenché. Moi, j'étais... voilà, ça me situe littérairement. J'étais paresseux pendant 4 ans ou 5 ans, mais j'ai amassé suffisamment de choses pour en faire Philippe Delerme, quoi. Mais voilà, donc... mais c'est vrai que c'était important, quoi, d'être glandeur. Je suis encore... mais glandeur positif, voilà. De toute façon, on sent que quand vous écrivez, c'est avant la création, il y a eu la vie de ce dont vous parlez. Ah oui, ça, vous avez vraiment raison, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup en ce moment où je suis un petit peu en période de promotion. Et c'est-à-dire, est-ce que vous avez un carnet ? Est-ce que vous notez les idées quand elles vous viennent ? Et ça, je pense que je surprends toujours un peu les gens en disant non, je ne suis vraiment pas un écrivain à carnet. Je ne suis vraiment pas quelqu'un qui note des idées sur le vif. Je crois que ça fausserait complètement, dans la mesure où le sujet même de tout ce que j'écris, c'est la vie en général. Et en particulier dans ce genre de recueil, c'est le 5e du genre qui n'est pas dévolu même à un thème, mais donc à l'ensemble de la vie. Je crois que ça fausserait complètement le regard sur la vie que d'avoir l'impression d'être une espèce de chasseur de papillons avec un filet à la main, en train d'être sur le motif. Je ne suis pas du tout sur le motif. Je crois que ça, c'est pas une discipline. D'abord, j'ai envie de vivre la vie, et je la vis. Et après, les sujets me viennent avec un extrême décalage et sans aucun rapport. Attendre que les joies dispersées laissent la place à l'idée du bonheur qui donne le frisson. Oui, ça c'est à propos de... C'est vous qui écrivez ça, et après vous écrivez. C'est vrai. Et ça, c'est, pour le coup, c'est ce genre de... Ça termine un texte que j'aime bien, qui est un texte qui évoque ces familles nombreuses de gens qui n'ont pas de gros moyens financiers, et qui sont souvent des gens d'origine maghrébine, par exemple, qui viennent sur la plage, qui se rassemblent comme ça en rond, et il y a toutes les générations mêlées, et puis ils vont s'engouffrer dans des voitures après, mais ils vont rester sur la plage très très tard le dimanche soir. Ils ne sont pas dans des locations, ni même dans des campings, donc ils sont venus comme ça pour la journée, et donc ils attendent justement d'aller jusqu'à ce moment où voilà, il y a une petite fille qui guette la 2e étoile, parce qu'il vient toujours longtemps après la première, et donc à ce moment-là, oui, je pense que là pour le coup je suis pas je suis plutôt dans les autres en fait, mais j'ai l'impression que c'est un moment où l'idée du bonheur peut vous traverser à ce moment-là. Ouais. L'idée du bonheur à fleur, vous le cueillez dans les lisières, comme quand vous parlez du jardin du Luxembourg, c'est toujours dans les... Voilà, ouais, un peu à côté, oui. Voilà, dans les lisières. Donc, ce qui fonctionne aussi beaucoup, c'est peut-être aussi la proximité que vous avez avec vos lecteurs, parce que vous nous racontez des choses qu'on peut avoir vécues. Par exemple, demain, vous êtes de nouveau à la brocante. En principe, si le temps normand le permet, ce qui ne semble pas si évident, mais en principe, oui, je tiens une brocante demain. Oui. Et vous racontez toutes ces petites choses que tout le monde peut vivre. Donc, cette proximité doit être très importante aussi. Disons que en fait, c'est une chose qui est venue un petit peu... avec le temps, la première sensation, c'était un petit peu une gageure, c'est-à-dire le premier texte du genre, c'était Mouiller ses espadrilles, qui est un des textes de la première gorgée de bière. Je me suis dit, tiens, avoir des espadrilles qui se mouillent, c'est un truc, c'est
un truc dont sûrement aucun écrivain n'a jamais parlé, mais c'est un truc indubitable, c'est-à-dire que quand la corde de l'espadrille est mouillée, c'est foutu, quoi. L'espadrille, on l'a fait sécher, mais c'est toujours minable, c'est extrêmement désagréable. Et je me suis dit, si je suis capable de faire 2 pages là-dessus, bon, ben voilà, c'est un petit défi. Genre de défi d'ailleurs que je proposais un peu à mes élèves aussi. Ça se rejoint un petit peu aussi. Mon attitude d'écrivain et de prof se rejoignent parfois. Et du coup, c'est vrai qu'après, on se dit, bah oui, tout le monde a sans doute connu ça. S'il y a une connivence, c'est vrai que bon, tout le monde a eu comme ça, par exemple, tout le monde n'a pas l'audace de commander un banana split au restaurant, mais tout le monde sait que si on a le malheur de le commander, aussitôt il y a une espèce de politiquement correct qui est assez drôle, quoi. Imaginez que bon, on peut supporter toute la misère du monde devant un chocolat amer, mais que par contre prendre un banana split c'est une injure pour tout le monde, quoi, d'un bout à l'autre de la terre, mais c'est une injure délicieuse aussi, dans laquelle il faut se vautrer parfois, quoi. Donc bon. Mais c'est sûr qu'il y a un côté exquis de retrouver des mots sur des choses, des petites choses qui sont justement tellement petites qu'on ne les écrira pas ou qu'on les a jamais lues ailleurs. Bah, disons que ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand quelqu'un me dit effectivement, bon, d'abord quand on me dit c'est vraiment ça. J'aime bien aussi qu'on me dise c'est pas tout à fait ça, parce que bon, c'est intéressant aussi. Les gens qui me disent qu'ils aiment que la pastèque a vraiment un goût, ou qu'après tout les connotations que je donne à bicyclette ou vélo, après tout, sont pas les mêmes, qu'ils font pas le même genre de distinguo. Ça m'intéresse aussi. Mais c'est vrai que quand on me dit c'est juste ça, bon, ça me fait plaisir. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est aussi cette idée de surprendre les gens avec ce qu'ils connaissent le mieux. C'est quand même assez excitant, c'est vrai. Et pour le coup, alors que souvent, parce que bon, je suis plutôt quelqu'un d'aimable dans la vie, enfin je sais bien, bon voilà, moi j'ai connu le succès à 47 ans, on va pas se construire un personnage public différent de l'homme que l'on est. Mais simplement, je pense que par contre, ça c'est un problème, ce qui fait aussi que j'ai pas forcément envie de faire autre chose qu'un peu des médias pendant un mois quand je sors un livre et pas trop envie de me balader dans les salons. C'est que je pense que du coup, c'est un peu trop ton sur ton, si vous voulez. Le Philippe Delerme est aussi quelqu'un d'assez accessible, voilà, pas assez affable, pas trop... bon, voilà, pas trop... je fais pas assez la gueule, bon, c'est évident, pour être suffisamment respecté. Donc, non, j'exagère, mais il y a de ça. Enfin, par rapport au microcosme parisien, j'en ai la sensation très très précise. C'est-à-dire que forcément, si vous avez l'air très méprisant et très silencieux, bah, c'est quand même beaucoup plus dans le code que d'être plutôt souriant et poli. Bon, voilà. Donc, mais c'est aussi agréable d'avoir un rapport agréable avec les gens. Et donc, c'est pas. Il vaut mieux que tout ça soit pas trop concerté. Et en plus, Philippe Delerme ose les bons sentiments. Vous parlez de bons sentiments. Ça n'existe plus. On n'a plus le droit d'être gentil. Il y en a aussi des très de s'aimer dans le métro en 3 regards, d'aimer les autres quand il y a la grève dans le métro. Oui, mais bon, en même temps, il y a des haines aussi. Moi, je suis quelqu'un qui déteste les gens. Par exemple, vous parlez de s'aimer dans le métro ou dans le train. Il y a dans ce recueil, il y a un texte sur le train. Il y a un train que je prends très souvent qui est le Paris-Trouville, parce que moi, je descends à Bernay. Donc, dans l'heure, et Paris-Trouville, c'est une destination où il y a beaucoup de monde, en fait. Et les gens sont assez désagréables. Enfin, quand les gens arrivent à leur place, c'est toujours mais vous êtes sûr que vous êtes en voiture 14 parce que là c'est ma place, et puis bon, ça bastonne pas mal à ce niveau-là. Et puis alors il suffit que ça soit un jour de grève, voilà, c'est le bordel complet et les gens sont assis quasiment sur les genoux les uns des autres ou carrément dans la travée centrale. Et alors tout d'un coup, il n'y a plus aucune crispation, tout le monde devient super sympa, mais je vous en prie, vous voulez aux toilettes, allez-y. Et alors l'instant d'après, ce sont les mêmes gens qui se faisaient la gueule pour rien et qui, en fait, sont prêts à devenir adorables s'il y a une vraie difficulté qui surgit, quoi. Ça, c'est, je pense, assez caractéristique de la nature humaine, quand même. Heureusement, bon, là, vous allez me dire que c'est une façon positive de voir la vie aussi, mais quand même, il y a aussi... oui, c'est une chose qui m'est arrivée aussi dans le métro, donc au moment où j'écrivais ce recueil, et c'était un jour, justement, je venais d'installer mes beaux-parents en maison de retraite, ce qui n'est jamais très, très agréable comme journée, et arrivent deux gars d'une trentaine d'années, un peu insolents comme ça, qui s'assoient en face de moi. C'est la partie du métro où on est face à face. Et ils disent, alors, vous avez passé une bonne journée? Bon, style, voilà, on va faire un peu les insolents, quoi, gentiment. Et puis, j'étais tellement crevé ce jour-là que, au lieu de dire n'importe quoi, j'ai dit, bah non, c'est une journée épouvantable. Voilà, je viens de mettre mes beaux-parents dans une maison de retraite. Et tout d'un coup, les gars en face
leur insolence a fondu en un quart de seconde. Ils sont devenus non seulement sympas, mais tout d'un coup se rattrapant de leur insolence un peu con-con, il faut bien le dire, mais se rattrapant de cette insolence avec une espèce d'humanité tout d'un coup complètement offerte comme ça, que j'ai trouvé super émouvante, et puis en plus d'autant plus émouvante qu'elle est extrêmement pudique, parce que dans le métro, on ne sait jamais à quelle station on va descendre, et du coup, ça, c'est donné, c'est offert, et ça arrive en fait souvent, ce genre de choses, je trouve. Oui, vous ramenez vraiment l'humanité au centre. Il faut peu de choses pour que l'humanité se révèle chez les êtres humains. L'inhumanité aussi, d'ailleurs, je pense. Mais l'humanité aussi. Oui. D'ailleurs, il y a un beau plaidoyer pour le barde dans Astérix. On connaissait moins votre passion pour les BD. Pour les BD, ah oui, comme beaucoup de gens de ma génération. Vous savez, les gens qui ont 50-60 ans, ils sont quand même assez passionnés de Black et Mortimer ou de Tintin ou d'Astérix, etc. Donc, et c'est vrai que ce recueil en est le reflet, parce que c'est vrai qu'on parlait de brocante, mais je suis souvent en chasse d'éditions anciennes, du journal de Tintin, parce que je me souviens, je ne parle pas des albums, mais par exemple de ce rituel de retrouver le journal de Spirou, le journal de Tintin toutes les semaines, et d'accorder une extrême importance à la couverture, et puis certaines couvertures sont complètement mythifiées comme ça dans la tête, et quand on les retrouve, on a vraiment 7 ans ou 8 ans encore dans la tête, et ça c'est quand même toujours quelque chose de très précieux. Mais une critique avait dit de vous que vous étiez tombé dans la rivière de l'enfance, mais que Philippe Delerme était encore mouillé. Oui, c'est la chose la plus sympa qu'on ait jamais dite sur moi. Il y a deux choses qui ont été vraiment hyper sympas qu'on a dit sur moi. C'est ce chroniqueur italien qui était dans l'émission de Chris sur France Inter, qui est une journaliste décédée aujourd'hui, et qui a fait une petite chronique sur moi. Il s'appelait Béville-Lacroix, et il a dit on a tous été baignés dans la rivière de l'enfance, mais Philippe Delerme, lui, il est resté mouillé. Et je crois que si on a envie d'être sympa avec moi, je crois que c'est quand même une chose juste qu'on peut dire si on a envie d'être sympa. Et l'autre chose la plus sympa, c'était un moment qui était très important pour moi, parce que j'étais jamais passé dans une émission de Bernard Pivot, alors que j'avais publié quand même 13 ou 14 livres. Et puis mon père, avec son bel accent du Midi, me disait « Je me demande pourquoi tu n'es pas encore passé chez Bernard Pivot ». Je disais « Papa, s'il m'invite, j'y vais, mais voilà, j'attends toujours ». Et puis c'est arrivé un jour, et c'était un jour où j'avais cours d'ailleurs. Je suis allé à Paris avec Vincent et Martine après les cours. Et bon, c'était un jour, je sentais que ma vie allait changer là. Il y a un des invités de l'émission, qui s'appelle Guillaume Pellerin, et qui, au lieu de me dire bonjour, les invités se saluent. Il y avait Marie Rouanet, un écrivain que j'aime énormément, et je ne sais pas si elle vient de temps en temps à Nancy, mais c'est un écrivain dont je trouve qu'elle n'a pas la place qu'elle mérite, mais c'est un très grand écrivain. Et il y avait donc ce Guillaume Pellerin qui, au lieu de me dire bonjour, il me dit « Al salaud ». Et voilà, en gros, je pense que ça voulait dire quelque chose comme c'est un peu le livre, La première gorgée de bière, que tout le monde avait envie d'écrire. Voilà. Donc, dans les eaux troubles du Morito, il y a beaucoup... il y a le Morito, mais il y a aussi le Spritz, le Saint-Julien... Il y a pas mal d'alcool, oui. Non, le Saint-Joseph, le Guignolet... Le Guignolet, je ne savais même pas que ça existait encore. Mais c'est vrai que pour le coup, c'était chez des amis qu'on connaissait à peine, et puis ce genre d'invitation que j'aime, celle que je préfère, c'est-à-dire genre qui disent vous pouvez rester dîner. Après tour, on peut manger ensemble. Qu'est-ce qu'on a Oui, ça va, on peut manger ensemble. Et puis, vous voulez prendre l'apéro je vous préviens, c'est Guignolet ou rien. Donc, ils n'avaient que du Guignolet. Et dans ces cas-là, il faut être dans l'adhésion. Oui, c'est Guignolet ou rien. Oui, il faut que ce soit Guignolet, même si on n'aime pas ça. Mais il se trouve que j'aime ça. Je crois qu'il va falloir qu'on passe aux dédicaces donc, de Philippe Delerme qui se passeront au rez-de-chaussée. Donc, il va dédicacer les eaux troubles du Morito et autres belles raisons d'habiter sur Terre. Et, merci pour votre attention. Moi, je vous remercie. Donc, Philippe Delerme, de nous rappeler... Merci de nous rappeler qu'il y a autant de belles raisons d'habiter sur Terre. Merci. Merci à vous.